Bonjour. Aujourd'hui, nous continuons la construction de portefeuille et nous continuons à la mettre gratuitement en ligne, probablement pour la dernière fois, mais pour bien montrer aux internautes l'intérêt qu'il y a à construire un portefeuille avec Hibou et donc à prendre un abonnement. La deuxième société que nous recommandons est une société française qui s'appelle Fnac Darty, que vous connaissez tous. Fnac Darty, c'est un des principaux distributeurs européens. Alors comme vous le voyez, c'est un chiffre d'affaires, une offre qui est assez diversifiée. Bon, il y a 51% de ce qu'on appelle de produits techniques. Les produits techniques, ce sont les ordinateurs, les smartphones. Il y a 22% de produits électroménagers. Il y a 17% de produits éditoriaux, essentiellement les livres, les CD. Et puis, il y a tout de même 10% d'autres produits et services. La billetterie, typiquement, la billetterie de spectacle qu'a mis en place la Fnac. Le deuxième point qu'on peut voir, c'est que c'est une société, Fnac Darty, qui est essentiellement présente en France. Vous voyez, 79% de chiffre d'affaires, c'est France et Suisse. Et puis qui également s'est installé en Belgique, 12% Benelux, et sur la péninsule ibérique, c'est-à-dire en Espagne, ce qui représente 9% de son chiffre d'affaires. Donc c'est un distributeur européen, mais avec une base essentiellement au départ francophone. Ce qui caractérise rapidement Fnac Darty, c'est 700 magasins, donc c'est une présence physique assez forte, multiformat. Il y a des petits et des très grands magasins. Et puis, et ça c'est très intéressant, c'est le deuxième site de vente e-commerce en France, derrière Amazon. Donc c'est quand même une position concurrentielle dans l'e-commerce forte. Ils font d'ailleurs 17% de leurs ventes sur Internet. Et puis, vous le savez tous parce que c'est très réputé, c'est le premier service d'après-vente en France. Et tout le monde connaît le service d'après-vente et la qualité de ce service chez Darty. Enfin, c'est tout de même 7 millions d'adhérents à leur programme de fidélité. Donc c'est une très grosse base de clientèle solide. Tout ça, ça fait une assez belle société, assez dominante sur son secteur, et tout de même challengée par Amazon, mais à peu près sur les mêmes secteurs d'activité. Alors, quand on fait un investissement, un minimum de travail s'impose, on va le faire ensemble. Je vous propose de regarder ici un tableau, et vous voyez à la première ligne, il y a le chiffre d'affaires depuis 2012, la société est cotée depuis peu de temps. Alors vous voyez, le chiffre d'affaires en 2012, c'est 4 milliards. Ensuite, vous avez 2013, 2014, 2015. Et puis on descend tout doucement. En 2016, il y a un bond du chiffre d'affaires, 5 milliards. Et puis en 2017, à nouveau, 7 milliards 4. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous voulez, qu'en temps normal, le chiffre d'affaires, il est stable. S'il a un peu de croissance, c'est le maximum. En revanche, il y a une croissance externe importante parce que Fnac, vous le savez, a acheté Darty et donc ça fait faire un bon chiffre d'affaires. On passe de 4 milliards en 2 ans à 7 milliards et demi. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc la croissance pour Fnac, ce n'est pas tellement une croissance organique, c'est beaucoup plus une croissance externe. Alors, regardons ensemble la structure d'exploitation. Vous avez en dessous la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, si vous voulez, si Fnac, par exemple, achète je ne sais pas, un iPhone à Apple 500 € et qu'elle le vend 650 €, sa valeur ajoutée, c'est la différence entre son prix de vente et le prix d'achat. Donc en fait, c'est la vraie ressource financière première de la société. Et donc vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est de voir que depuis 2012, la part de la valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires est à 30% et elle est stable. Donc ça veut dire concrètement que la compétition avec Amazon n'engendre pas, ce qu'on aurait pu imaginer, une baisse de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle tient très bien dans le chiffre d'affaires. Ça, c'est un premier bon point. La ligne d'en dessous, vous voyez, il y a les frais de personnel. Les frais de personnel, on peut dire deux choses. D'abord, ils sont importants. Ils représentent presque 50% de la valeur ajoutée. Mais ils sont très bien maîtrisés. C'était 48,50% du chiffre d'affaires, de la valeur ajoutée, en 2012, c'est 48,35% en 2017. C'est une société qui est très bien tenue au niveau de ses coûts principaux. Si on regarde la ligne d'en dessous, il y a marqué EBITDA sur chiffre d'affaires. EBITDA, c'est le résultat d'exploitation.
Bon, ça permet de juger la qualité de l'exploitation. Eh bien, vous voyez, cette EBITDA sur chiffre d'affaires, cette marge d'exploitation, elle est à 3,29% en 2012, puis elle monte à 3,58%, 3,78%, 3,63%, 4,42%, 4,96%. Voilà, c'est une société qui est très bien gérée au niveau des coûts d'exploitation et qui améliore régulièrement sa marge d'exploitation. Très bon point. Si on regarde la ligne d'en dessous, on a ce qu'on appelle la dotation aux amortissements corporels, c'est-à-dire les investissements du groupe, les investissements corporels, l'achat d'un magasin, voilà, d'un entrepôt. Et là, autre bonne nouvelle, vous voyez, cette dotation, c'est 5,77% en 2012, et puis on descend, très progressivement, on descend, et on est à 4,47% en 2017. Donc ça veut dire que les investissements du groupe sont moins lourds. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que le e-commerce se développe, et donc il n'y a pas les coûts de magasins. Et puis deuxièmement, parce que leur extension géographique avec des nouveaux magasins, ils le font par des franchises. Donc ils n'ont pas à assumer le coût des magasins. Voilà, deux éléments favorables à la société. Si on regarde le niveau d'en dessous, on a les résultats financiers. Bon, vous voyez que ces résultats financiers, ce qui est marquant, c'est qu'ils montent très fortement en 2016. Ils passent de moins 13 millions à moins 76 millions. C'est l'acquisition de Darty qui coûte cher. Mais vous voyez, ça c'est intéressant, dès 2017, on descend à moins 44 millions. Ça veut dire que la société génère très rapidement du cash sur cette acquisition et réduit très rapidement ses frais financiers. Dernière ligne, le résultat net part du groupe, retraité, nous retraitons toujours les résultats pour retirer les exceptionnels, retraité courant, sur la valeur ajoutée. Quelle est la marge finale, la marge nette de la société? Vous voyez, en 2012, ça allait mal, et puis rapidement, la société est reprise en main. 2013, 2,90, 2014, 4,18, 2015, 4,43. Et puis, on chute en 2016, c'est toujours l'acquisition de Darty. Et vous voyez, on repart très très vite, 3,34% en 2017. Donc on voit très bien que voilà, c'est une société qui croît et qui, dès qu'elle a fait une croissance externe, améliore sa rentabilité et est sur une pente ascendante. Tout ça est très positif. On va tout de même regarder non plus l'exploitation, la descente de compte, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder le bilan, quoi. Quelle est la vision bilancielle que l'on a de la société? Alors on va aller très très vite, rassurez-vous. Vous voyez sur le graphique, on va surtout regarder la dette nette. Première chose, vous voyez la dette nette jusqu'en 2015, elle est négative. Ça veut dire qu'il y a plus de trésorerie que de dette. Cette trésorerie nette de dette, eh bien, elle est de 292 millions en 2012 et là aussi, elle progresse 461 millions, 535 millions, 544 millions. Donc ça veut dire qu'a priori, en premier regard, eh bien, la société génère du cash. On va même vérifier ça, on va regarder le besoin en fonds de roulement. Besoin en fonds de roulement, vous savez, c'est combien est-ce que la société doit immobiliser d'argent pour fonctionner. Et concrètement, si on fait dire une chose très simple, c'est la différence entre le crédit fournisseur et le crédit client. Le crédit fournisseur, bon ben, j'achète à Apple des iPhones. Le crédit client, c'est je prête de l'argent à un client pour qu'il me règle. Donc vous voyez, il y a des délais des deux côtés. Et donc si je mets plus de temps à régler Apple que je laisse de temps prêter au client, eh bien j'ai un besoin en fonds de roulement qui est négatif. Et c'est souvent le cas de la grande distribution et de la distribution. Et c'est le cas de Darty. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que ce besoin en fonds de roulement est très important. Il progresse, 386 millions en 2012, et avec l'acquisition de Darty, 819 millions et 895 millions. Donc on a un très beau flux d'argent engendré dans la société par la simple exploitation. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que cette amélioration du besoin en fonds de roulement, eh bien, elle n'explique pas toute l'amélioration de la trésorerie. Puisque vous voyez, en 2012, eh bien, le besoin en fonds de roulement, il fait 386 millions, la trésorerie 292. Donc la trésorerie est plus faible que le besoin en fonds de roulement. L'année suivante, le besoin en fonds de roulement fait 407 millions, il augmente, mais la trésorerie explose, elle fait 461 millions. Donc ça veut dire qu'il y a bien une génération de cash indépendante de la seule génération générée par le besoin en fonds de roulement. Voilà, c'est un peu technique, mais c'est pour dire que
Sous tous les aspects, eh bien, la société est une société rentable qui dégage de l'argent. Alors on va aller la ligne d'en dessous sur la rentabilité de la société. Vous voyez, a priori, on voit une rentabilité des capitaux propres qui n'est pas très élevée. Bon, elle est en amélioration. 2013, 6%, 2014, 8%, 2015, 9%. On rebaisse avec l'acquisition de Darty, c'est normal, mais très rapidement on remonte, 90% en 2017. Ça veut dire que là aussi, on voit l'aspect très positif de l'amélioration de la gestion de la société, mais ce n'est pas la vraie rentabilité de la société parce que, si vous voulez, encore une fois, il y a une trésorerie très importante. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la vraie rentabilité de l'exploitation et donc de retraiter ces capitaux propres de la trésorerie. Et donc, c'est ce qu'on appelle la rentabilité des capitaux employés. Et vous voyez que là, on a des chiffres qui sont beaucoup plus flatteurs. 19% en 2013, 32% en 2014, 42% en 2015. Donc, ça signifie bien que la société est génératrice de cash, très bien gérée et en plus qu'elle est rentable. Et donc, nous vous la conseillons, nous allons l'utiliser pour construire notre portefeuille. Alors, évidemment, le point négatif, c'est celui qu'on vous a signalé, il n'y avait pas beaucoup de croissance du chiffre d'affaires organique. Alors, dans le graphique que je vous montre ici, nous avons tracé l'évolution de la part des dépenses dites secondaires dans la consommation des ménages en France. Ce sont des chiffres de l'INSEE. Et donc, vous voyez, les dépenses secondaires, c'est les dépenses non contraintes. Les dépenses primaires sont les dépenses contraintes. Les dépenses contraintes, c'est le logement, c'est le gaz, c'est le transport, c'est l'électricité, c'est les impôts, voilà, la santé, voilà, tout ce qu'on ne peut pas éviter. Et donc, on se fait plaisir dans la vie avec les dépenses secondaires. Et donc, vous voyez ce qui s'est passé à la suite de la crise de 2008, et ça, c'est très visible, c'est que les dépenses secondaires, celles où on se fait plaisir, sont passées d'à peu près 34% de la consommation des ménages à peu près 31%, qu'elles se sont un tout petit peu redressées depuis la fin de la crise européenne de 2013, mais qu'elles restent très basses à 31,3, 31,4%. Bon. Ce que pense Hibou, si vous voulez, c'est que globalement, tendanciellement, on ne sait pas à quel rythme, mais tendanciellement, on va revenir au niveau d'avant-crise, au niveau de 34%. Et donc, Hibou pense que dans les années qui viennent, on devrait avoir un petit booster au niveau de la consommation de dépenses secondaires des ménages. Et donc ça, évidemment, c'est pas très bon, mais c'est bon pour Darty. On va peut-être avoir une très légère croissance du chiffre d'affaires, peut-être 1%. Et comme ça va s'implémenter sur une très bonne structure d'exploitation, eh bien, ça va être un point très positif. Donc, a priori, c'est un bon moment pour investir dans Darty. Alors, on vérifie une dernière chose. On va tout de même regarder l'évolution du cours de bourse. Alors, on vous a mis, vous savez, maintenant, vous avez l'habitude, le cours avec la droite de régression long terme, les écarts types. Alors, c'est moins significatif que ce qu'on vous avait montré sur Saint-Gobain, parce que Darty est coté depuis peu de temps, donc on n'a que quelques années et pas quelques décennies. Mais tout de même, on peut voir que Darty est vraiment dans un creux boursier, donc c'est un bon moment pour l'acheter. Donc, nous décidons de l'acheter pour la construction de portefeuille. Et je voudrais vous montrer maintenant un peu comment on va construire ce portefeuille. Et donc, je vous ai mis, et vous voyez là dans le tableau qui s'affiche, eh bien, le début de la construction du portefeuille Hibou. Vous avez le premier titre Saint-Gobain, son prix de revient, c'est le jour où on l'a conseillé. Et puis voilà, une deuxième ligne, Fnac Darty. Vous pouvez voir qu'on a investi 4% du portefeuille en Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est un leader mondial, présent dans beaucoup de pays du monde, donc il présente un niveau de sécurité plus élevé que Fnac Darty, qui est quand même très relié à la seule économie française et des pays limitrophes. Et donc, on n'a mis que 2% en Darty. Et donc, aujourd'hui, nous avons un portefeuille qui commence à se constituer et nous avons encore 94% de liquidité. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce qu'il faut faire quand on construit un portefeuille, c'est prendre son temps. Voilà, on a investi 6%. On va guetter de nouvelles opportunités et progressivement, on va construire notre portefeuille dans une optique à long terme avec un objectif d'avoir une performance de 10 à 12% par an. Voilà, alors à très bientôt avec l'équipe Hibou.